propose, alors c'est effectivement une première pour nous, on vous propose de construire un échange. Alors un échange, d'habitude, on a l'habitude de faire ces échanges physiquement, en présentiel. Là, on va essayer de construire cet échange à distance, avec les outils digitaux dont on dispose. Donc un échange avec vous pour partir, je dirais, confronter vos expériences et l'expérience de nos deux invités ici présents. Donc Vincent Giraudot, qui peut peut-être lever la main pour s'identifier. Voilà. Et questionné, interrogé, raisonné par Jean Mathis, pardon, voilà, qui est ici. Alors, l'objectif, donc, c'est l'esprit, c'est un espace de discussion, d'une part. Donc, on va essayer d'échanger, d'interagir, alors par écrit et par oral, et d'un espace de réflexion, voilà, de se nourrir ensemble. Alors, se nourrir de quoi? Alors, le thème de ce webinaire, c'est de nos expériences confinées à nos collectifs retrouvés, quel chemin inventer? Donc, on a vécu un temps de confinement, on va en reparler. On est en train de vivre un temps de déconfinement, on va en reparler aussi. Et donc, c'est à la fois de faire le point. Aujourd'hui, depuis 4 jours, entre guillemets, officiellement, on se déconfine. On en est où après ces 2 mois passés confinés et avec ce début de déconfinement? On en est où individuellement? C'est ça la notion d'expérience. Qu'est-ce que j'ai vécu, moi? J'en suis où? Qu'est-ce que j'ai ressenti? Mes proches, mes collaborateurs. Et ensuite, il s'agit maintenant, bien sûr, de se reprojeter. Alors, les choses ne sont pas aussi binaires que ça. Il n'y a pas un moment où on s'arrête et un moment où on repart. Mais en tout cas, maintenant, on est bien en train de redémarrer, de reconstruire un certain nombre de choses. Comment est-ce qu'on envisage aujourd'hui l'avenir? Alors, l'avenir à court terme, l'avenir à moyen terme. Voilà les deux grands temps de notre webinaire. Et l'objectif, c'est d'apprendre. Donc, en partageant, c'est d'apprendre, alors à la fois d'apprendre de nos expériences individuelles, de celles des autres ici présentes, alors de celles de nos invités et de celles des autres participants, pour pouvoir nourrir notre réflexion pour reconstruire. Voilà un petit peu l'esprit, le parti pris de ce qui vous est proposé aujourd'hui. Alors, on a aussi intitulé ça « L'entrepreneur, le philosophe et vous ». Alors, ce webinaire s'adresse essentiellement, entre guillemets, à des entrepreneurs. Alors, bien évidemment, cette problématique, elle se pose à tout le monde, quelle que soit notre place dans la société. Nous, on a fait le parti, là, d'essayer, pour une fois, de s'adresser à des entrepreneurs. Par entrepreneur, on entend effectivement un dirigeant d'entreprise, une petite entreprise, par exemple d'une PME, ou aussi d'un dirigeant d'une équipe, un responsable d'équipe, un manager. Donc, des managers. On verra qui est présent juste après dans ce. Mais bien évidemment, tout le monde est bien vu que quelle que soit la place que vous occupez, puisque cette problématique et ce questionnement, il est commun à nous tous. Alors l'entrepreneur ici, ce sera Vincent Giraudot. Donc je vais vous présenter en un mot, puis ensuite je vous laisserai tous les deux compléter votre petite présentation. Vincent, je dirais, est un compagnon de longue date. On est partenaires, on construit un certain nombre de choses ensemble, Coopérative et Iséis, donc qui est le nom de sa société. Une belle société de 80 personnes présente sur toute la France et qui fait du conseil en prévention des risques, notamment dans le domaine du BTP et de l'industrie. Voilà, donc son entreprise, comme les autres, s'est arrêtée un temps, puis reprend un autre temps. Il a vécu des choses en tant que patron, en tant qu'entrepreneur, lui tout seul, lui avec sa famille, lui avec ses équipes, lui avec ses clients, enfin bref. Voilà. Donc il va nous parler de sa propre expérience et de son parcours, enfin voilà. Et puis, on a avec nous aussi Jean Mathis. Jean Mathis, alors, il est aussi entrepreneur, puisqu'il est, à la tête d'une entreprise et il a une autre place ici. Il est philosophe, voilà, et il fait notamment de la philosophie dans les entreprises. Alors ça, effectivement, pour nous amener à réfléchir, amener les entreprises à réfléchir. Vincent, Jean, je vous laisse la parole peut-être pour compléter cette première petite présentation. Vincent, si tu veux dire un mot de plus de présentation. Oui, donc bonjour à toutes et tous. Une toute petite précision, sans parler de trop longtemps de mon parcours, mais qui va un petit peu expliquer le fond des témoignages que je vais faire. C'est que
avant de monter ma structure, donc en 2002, j'ai eu un parcours un petit peu atypique puisque j'ai œuvré pendant 10 ans dans le domaine du spectacle vivant. Et notamment, j'étais artiste de cirque avec tout ce que ça peut comporter d'exigences, de valeurs, etc. Et en fait, c'est ça qui a forgé la manière dont j'ai créé et développé mon entreprise. Et on va le voir aujourd'hui, c'est ça qui a plus que jamais guidé la manière dont j'ai appréhendé et géré cette crise récente et actuelle. Ok, merci Vincent pour ce petit complément. Jean? Bonjour, ouais. Bonjour à tous. Alors, est-ce qu'on m'entend, David? Ouais. Impeccable. Bon, super. Écoute, je vais pas en dire plus long que ce que tu as déjà dit. Donc, je suis directeur d'une agence donc d'accompagnement au changement. C'est là qu'on est cousins donc avec Coopéractive largement et que j'ai le plaisir de faire votre connaissance cette fois-ci. Et nous, on met effectivement, on est philosophe de formation et on met la philosophie au service de l'appropriation du changement, à la fois pour nous-mêmes et chez nos clients, pour les collaborateurs. Voilà, donc, et je suis là non pas pour donner des leçons de philo, mais bel et bien dans un esprit de dialogue, puisque c'est aussi l'esprit de Coopéractive tel que je l'ai compris, et donc d'un échange de pair à pair. Voilà. Donc merci pour l'invitation. Merci Jean. Alors donc Jean, son cabinet, je crois qu'on l'a pas cité, s'appelle les Abeilles Noétiques, qui est un très joli nom aussi. Voilà. C'est gentil. Vous retrouvez tout ça aussi à la fin du support et tout ça dans ce qu'on vous enverra. Voilà. Alors l'idée, l'esprit, c'est on va interroger donc ce confinement, ce déconfinement, savoir ce qu'on a vécu, comment on va reconstruire. Donc en interrogeant Vincent sur son expérience, ce qu'il a vécu, comment il vit les choses, comment il les envisage. Jean rebondira là-dessus, donc avec un point de vue un peu décalé, un peu plus haut, pour nous dire ce qu'il entend dans les propos de Vincent, ce qu'il repère, ce qu'il questionne, voilà. Et puis ensuite, la parole sera à vous. L'idée, c'est de vous inspirer, de voir ce qui résonne avec vos propres expériences, vos propres réflexions, ou à l'inverse, ce qui décale, ce qui vous surprend dans à la fois donc les propos de Vincent, la façon de Jean de les interroger, de les remettre en discussion, voilà. Et on fera cette petite danse tout au long de notre heure et demie de discussion. Voilà un petit peu l'idée. Ok. Donc à certains moments, on va vous interroger. On vous interrogera et vous répondrez par écrit. Philippe verra vos réponses, renverra ça dans la salle. De temps en temps, on donnera la parole à quelqu'un pour qu'il puisse développer par oral un point de vue, une idée, un commentaire. Et puis, voilà, un peu l'idée de ce qu'on va essayer de mettre en musique. Avant qu'on démarre ça, on va donc faire connaissance un petit peu avec vous, savoir qui est dans la salle, qui est venu. Alors, une première question un peu de brise-glace, c'est où êtes-vous ? Physiquement, on a eu la semaine dernière des gens de Tahiti, par exemple. Donc, dans quelle ville êtes-vous ? Y a-t-il des gens de Tahiti aujourd'hui ? Êtes-vous en Ardèche ? Êtes-vous à la Défense ? Voilà, donc, géographiquement, où vous situez-vous ? On va laisser Philippe regarder tout ça. Alors, on a Paris, Romans, Cavaillon, à côté de Lyon, à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, Lausanne, mais Lausanne près de Lyon, Les Adrets, au milieu des vignes beaujolaises. Non, c'est bien ça. À L'Île-Barbe, à côté de Lyon aussi. Vincent, Aix-en-Provence. Ok. Ok. Alors, êtes-vous au bureau aujourd'hui ou êtes-vous toujours chez vous en télétravail ? Beaucoup de télétravail. On a quelques personnes au bureau, dont Vincent et dont Jean d'ailleurs. Ok. Quelle est votre fonction ? Alors, qui parmi vous est entrepreneur ? Y a-t-il des entrepreneurs ? Qui parmi vous est manager ?
DRH, membre d'un CSE. Voilà. Quelle est votre fonction? Alors, on a… hop, je vais laisser arriver vos retours. Donc, Colline, qui est travailleur libéral, donc j'imagine intervenant indépendant. Bah oui, Colline. Daniel, chargé de projet RH aussi. Donc, Claire, conseiller de formation. J'ai vu Amélie tout à l'heure, architecte d'intérieur. Voilà, David. Ok. Et enfin, quelle est votre humeur du jour pour terminer en ce jour 4 du déconfinement? Comment êtes-vous? Êtes-vous joyeux, voilà, optimiste pour l'avenir? Êtes-vous curieux? Êtes-vous au contraire pessimiste, inquiet? Voilà. Quelle est votre humeur du jour? Un petit adjectif. Présidente d'association. Alors, David, ça commence bien en fait. On a des gens qui sont optimistes, qui sont joyeux, mais fatigués. Bien. Curieux. En chanson. Okay. Ça va. T'as pas trop de gens qui sont en colère, pas trop de gens qui sont en dépression. Donc, voilà, tu as des conditions quand même qui sont favorables pour démarrer ça devrait bien se passer, du coup. L'activité, exactement. De pendre ce matin, en tout cas. Voilà. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Voilà, ce petit, je ne sais pas si on peut appeler ça un tour de table, vu qu'il n'y a plus de table, mais en tout cas, voilà, ces petits temps de prise de contact. Alors, je vais introduire, je quitte dire 50, je vais introduire un petit peu le propos. Planter le décor pendant une petite dizaine de minutes pour voir un peu d'où on vient. Hop. Alors, en même temps, voilà. Alors, la première chose, on a vécu un moment inédit que personne n'avait jamais vécu de mémoire d'homme. Souvent, c'est un peu dépensif, mais je crois que là, on peut effectivement dire ça. Cette période de confinement. Donc, on a vécu des expériences de vie inédites, des relations nouvelles. On a ressenti des choses dans notre corps, notre tête. Notre rapport au temps, notre rapport à l'espace a été modifié de manière considérable pendant cette période de confinement. Et cette période de confinement, eh bien, elle se termine. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va vivre? On va vivre un second moment inédit, le déconfinement. Voilà. Donc là aussi, on va reprendre dans un environnement que l'on sait maintenant incertain. C'est-à-dire qu'au moment où on doit reprendre, un certain nombre de choses sont claires, sont connues, et un certain nombre de choses ne sont pas connues, elles sont incertaines. Et on va devoir reprendre. Donc le déconfinement est déjà engagé depuis quelques jours. On sait déjà qu'il va durer un certain temps. Tout le monde n'est pas déconfiné. Les hôtels, les restaurants, un certain nombre d'activités, les activités sportives, culturelles, elles n'ont pas repris. Donc certains sont toujours confinés. Mais on va reprendre. On va repartir. Ce matin, je suis reparti au bureau pour la première fois depuis 2 mois. J'ai repris ma voiture, réactivé, j'ai remis la clé dans la porte du bureau, reconstruit, j'ai rebranché des choses. Voilà. On va renaître, naître à nouveau, prendre à nouveau, partir à nouveau. Alors, hop. Et tout ceci, alors d'où on part? Eh bien, on a vécu des choses. Alors, est-ce qu'on va repartir comme avant? On va refaire les choses à l'identique? Ou est-ce qu'on va faire les choses différemment? Alors, on a vécu des choses pendant ce confinement et nous, on pense effectivement à Coopérative que, et c'est aussi ce qu'on va mettre en discussion et voir à travers les témoignages de Vincent, les résonances de Jean et vos échanges, que nécessairement, ce qu'on a vécu nous a transformés d'une manière ou d'une autre. Alors, nos expériences individuelles, qu'est-ce qu'on a vécu individuellement? Qu'est-ce que vos salariés ont vécu? Qu'est-ce que vos collaborateurs ont vécu? Ils ont vécu des choses. Vous avez vécu des choses. On a vécu des choses.
Et ce qu'on a vécu d'une manière ou d'une autre va nous nourrir. Alors, pareil, on ne croit pas trop au monde d'avant et au monde d'après. Hein, grosso modo, et là je laisserai aussi nos invités réagir là-dessus, mais le changement, c'est quelque chose de permanent. Voilà. Alors, effectivement, maintenant, depuis je crois, une trentaine d'années, on travaille sur le changement, mais tout a tout le temps changé de manière continue, et moi-même, je serai moi-même différent demain de ce que je suis aujourd'hui. Voilà. Mais ce qui est aussi certain, c'est qu'on construit toujours à partir de ce qu'on est. Voilà. Donc, on va interroger nos expériences individuelles. On souhaite vous amener à interroger vos expériences individuelles parce que nous, on pense à Coopérative qu'effectivement, bien, on va construire à partir de ça aussi. Pour construire ce demain qui sera un peu différent, eh bien, il part de cet aujourd'hui. Voilà. Pour réinvestir ça, donc pour l'investir à nouveau dans quelque chose. Alors, notamment ici, on a pris 2-3 exemples, mais on pense aussi qu'il va falloir reconstruire des règles de métier. Par exemple, nous on fait de la formation, il va falloir qu'on se forme avec un masque, pas de masque, en étant loin, pas loin. Voilà, donc, il y a des choses qui vont changer dans notre métier, il y a des choses qui vont changer dans votre métier, dans le métier de restaurateur, dans le métier… Bref, il y a des choses qui ne changeront pas et il y a des choses qui vont changer. Et c'est ça aussi, se déconfiner, c'est pas juste sortir de chez soi, c'est pas juste se retrouver au bureau ensemble, c'est aussi reconstruire. Donc c'est ces collectifs retrouvés dont on parlait. C'est pas juste, on se retrouve et on est content de se retrouver. C'est à la fois qu'est-ce qu'on a vécu quand on n'était pas ensemble et qu'est-ce que maintenant comment on va reconstruire nos collectifs. C'est-à-dire à la fois comment on s'est transformé nous, comment vous vous êtes transformés et qu'est-ce qu'on doit reconstruire pour maintenant vivre dans ce nouveau monde, mais qui n'est pas un monde fondamentalement différent du monde d'hier. Alors pour revenir un tout petit peu sur ce confinement et ce déconfinement, qu'est-ce qu'on a vécu en 2 mots? Quand moi, je me rappelle ce que j'ai vécu, d'abord, on s'est arrêté 15 jours, si vous vous rappelez. Moi, je me rappelle bien, j'étais à Marseille, je passais 2 jours dans une très grosse collectivité, 12-13 000 personnes. Le jeudi, déjà, on se demande, je reviens demain, je reviens pas, vous faites quoi, on prévoit quoi? Bon, on revient. Puis, au fur et à mesure de la journée, les mails commencent à tomber, les choses, on s'interroge, et là, on se dit, lundi, on revient pas. Voilà. Ok, puis sur le téléphone, on va s'arrêter 15 jours. Ok. Donc, on s'est d'abord arrêté 15 jours. Si vous vous souvenez, moi, ce dont je me souviens, c'est que c'était assez joyeux, assez rigolo. Les groupes WhatsApp fusionnaient, foisonnaient, de blagues, de machins. On s'envoyait des trucs de tous les côtés. C'était très rigolo, ces 15 premiers jours. C'était de la blague. Puis après, on s'est dit, en fait, on va prolonger 15 jours. Du coup, il faut s'organiser un peu, alors. Donc voilà, les enfants à l'école, machin, les mails, comment est-ce qu'on va gérer le bureau? Du coup, il faut faire des réunions avec l'équipe, pas l'équipe, les clients. On a commencé à s'organiser pendant cette deuxième période. Puis ensuite, on dit, en fait, on va faire 1 mois de plus. Là, ça commence à durer. Du coup, il y avait déjà beaucoup moins de blagues. On commençait à trouver le temps un peu long, à expérimenter la notion de temps long. Voilà. Les 15 premiers jours, on avait du temps pour lire des choses, regarder des vidéos. Puis là, du coup, on commence à avoir fait un peu le tour d'un certain nombre de choses. Des choses s'ancraient dans la durée. On commence à avoir construit dans ce confinement des nouveaux repères de vie, de gestion du temps avec la famille, le boulot, les espaces, la chambre, le bureau, le salon. Voilà. Et puis de l'inquiétude commençait, parce que du coup, la trésorerie pour les entreprises commençait… 2 mois d'arrêt, c'est pas pareil que 15 jours d'arrêt. 15 jours d'arrêt, ça passe facilement, j'ai envie de dire, pour toutes les trésoreries. 2 mois d'arrêt, ça se gère. Et puis surtout, on a commencé à comprendre que le déconfinement, c'était pas simplement on va ressortir de chez soi, les enfants vont reprendre l'école. Ce matin, j'ai ramené mon fils à l'école. Voilà. J'ai vu le protocole, j'avais l'impression qu'on préparait le lancement d'une fusée avec les gamins, les masques, tout ça, des barrières partout. Il y avait 6 enfants. Il y avait autant d'adultes. Et ainsi de suite, on a discuté de tout ça, et on sent bien effectivement que là, j'avais l'impression d'envoyer mon fils sur la Lune, donc on ne sait pas dans quelles conditions il va revenir, tout se passera bien, Houston est prêt, voilà. Et puis je suis ensuite parti au bureau. Donc on sait bien que ce déconfinement, il va falloir construire des choses, on est sur une nouvelle période de construction qui va durer des mois. On a tous bien compris ça. Et ça, on ne l'avait pas prévu au début quand on s'arrêtait 15 jours. Donc, en fait, je dirais, on a vécu un temps d'activité empêchée, ce confinement, de collectif empêché, puisqu'on s'est retrouvés chacun chez soi. Alors, certains tout seuls, d'autres en deux, en couple, sans enfants, d'autres en famille. En tout cas, nos collectifs de travail, puisqu'il s'agit de parler un peu de ça, n'étaient plus présents physiquement.
Voilà. Donc, activité empêchée, moi, on m'empêchait de prendre le train, l'avion. Et vous aussi, j'imagine, de voir des gens collectifs empêchés. Alors, on a reconstruit des choses pour se voir avec des outils comme celui-ci. Là, on a fait du Zoom, du machin, avec des groupes WhatsApp, toutes sortes de choses. En tout cas, c'est un double empêchement qu'on a vécu. Et j'ai envie de dire aussi une entreprise. Dans entreprendre, j'aime bien ce mot-là, entreprise, entreprendre, entrepreneur. Donc, on entreprend des choses, on construit des projets. Et alors, ceux qui ne sont pas entrepreneurs entreprennent aussi dans les fonctions dans lesquelles vous êtes. Voilà. Et là aussi, c'était du coup une entreprise, des entreprises empêchées. Empêchées parce que géographiquement, on ne pouvait plus quitter notre lieu de vie. Empêchées aussi par une nouvelle gestion du temps, toutes ces choses-là. Et donc maintenant, on nous dit vous pouvez réentreprendre. Alors, encore une fois, progressivement, bien évidemment, mais il nous faut maintenant nous projeter dans comment est-ce qu'on redémarre ce collectif, donc avec, on le sait bien, toute une série de données qu'on a en tête. La première, j'ai envie de dire, c'est ce qui nous a fait nous confiner, c'est la maladie. La maladie, au début, on se disait, on va s'arrêter, puis quand on reprendra, sans doute, la maladie sera plus là. Enfin, en tout cas, c'était un peu magique, une sorte de pensée magique. Donc maintenant, on sait bien que la maladie, elle est toujours là. Alors, elle est gérée dans nos hôpitaux, nos machins, ainsi de suite, mais en tout cas, elle est présente. Et on sait qu'elle va être présente pendant des mois, puisque nous n'avons pas de vaccin. Donc, il va falloir réentreprendre, reconstruire des collectifs avec cette variable qui est comment est-ce qu'on gère dans nos activités de travail, dans nos activités de vie, d'école, de famille aussi, la présence de cette maladie. Il va falloir vivre avec. Alors, on pourrait avoir plusieurs… Donc, du coup, sur comment on reconstruit, comment on invente ce nouveau chemin, je dirais, pareil, pour commencer un peu à mettre quelques questions qui vont s'adresser à Vincent. On peut avoir plusieurs types de questionnements, des questions sanitaires. Comment est-ce qu'on va construire des protocoles pour gérer avec nos clients, avec nos fournisseurs? Voilà. Alors, des règles, 1 mètre, pas 1 mètre, des masques, pas de masques, du gel, de la désinfection, en fonction de l'activité qu'on peut avoir. Ça va être des choses effectivement très variées, des transports, du train, de l'avion ou pas. On peut aussi avoir et on a aussi forcément une logique économique. Une activité, certains, ce sera un peu d'autres cas, c'est pas pareil effectivement quand une activité en termes de trésorerie s'arrête 2 mois ou quand elle s'arrête 6 mois. Et donc effectivement, on sait qu'on a à gérer l'aujourd'hui, mais à l'automne, ça va être sans doute très compliqué pour beaucoup d'entreprises. Encore une fois, les restaurateurs n'ont pas repris, les spectacles, la saison culturelle est annulée. Voilà. Donc, approche aussi économique. Elle s'adresse aussi à certains d'entre vous. C'est pas pareil, effectivement, d'avoir un salaire garanti, de ne plus avoir de revenus, ou un revenu qui va baisser au mois de juin, ou ainsi de suite. Bon, tout ça aussi sont des paramètres que chacun doit avoir en tête, j'imagine, et que manager ou entrepreneur, on doit aussi avoir en tête dans la reconstruction de ces collectifs. Et enfin, je dirais, dernière approche, c'est l'approche humaine. Donc, effectivement, chacun d'entre nous, comme on l'a dit là au démarrage, a vécu des choses. Et plein de ces nouvelles choses. Voilà. Et chacun d'entre nous est plein aussi à la fois d'inquiétude, de peur. Alors, il y a de la peur dans la reprise. On le voit bien quand je vous dis 6 enfants ont repris l'école ce matin, 22 sont restés chez eux. Ça dit des choses. Sur les salariés aussi, certains auront envie de reprendre, d'autres auront peur. Voilà. Et ensuite, effectivement, comment est-ce qu'on va reconstruire humainement ces collectifs, nos relations, nos relationnels, toutes ces choses-là. Donc, ces 3 approches sont à concilier. Et ces 2 temps aussi, le temps court, la semaine prochaine, je fais comment avec mes clients, avec mes salariés? Je fais comment à la rentrée, au mois de septembre? Qu'est-ce qui aura changé? Comment je me projette là-dedans? Et l'année prochaine, donc on le voit, je vais m'arrêter là parce qu'on voit qu'on pourrait effectivement continuer ce questionnement de manière… Mais voilà quelques questions pour peut-être poser un petit peu le cadre de nos échanges. Donc quelques questions qui sans doute résonnent plus ou moins chez certains d'entre vous et ainsi de suite. Voilà. Avant de donner la parole à Vincent, qu'il nous parle de ce qu'il a vécu, on va vous poser une première question à vous. Grosso modo, c'est pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui vous taraude? Je la poserai comme ça la question. Qu'est-ce qui trotte dans votre tête? Si vous deviez formuler une question, qu'est-ce qui vous taraude aujourd'hui quant à votre reprise à vous, votre déconfinement, votre reconstruction de collectif professionnel, même si le familial est très présent. Voilà, à vous la parole. On vous laisse un petit moment pour formuler une question, une interrogation, un questionnement. Et on va laisser Philippe regarder tout ça.
Je vous laisse le temps de la réflexion. Qu'est-ce qui vous préoccupe? Qu'est-ce qui vous taraude aujourd'hui? Alors, commence à arriver, David, du coup, donc Monique nous évoque le risque pour moi et pour ses adhérents. Eric, lui, dit tenir coûte que coûte dans le maintien des pépites déterrées durant ce temps. Claire nous parle du retour dans les locaux, peut-être à partir du 2 juin. C'est pas si loin. Delilah, le risque de recul sur la prise en compte du capital humain dans les projets pour centrer uniquement sur du technique du process. Michel évoque le rythme. Donc, comment reprendre un rythme? Donc, c'est le dont tu parlais tout à l'heure qui revient, une activité après des semaines où nos rythmes ont été bouleversés. Donc, on voit des choses qui sont de nature différente hein, pour soi, pour les autres. De projets, de peur aussi peut-être qui s'expriment. Colline se pose, elle, ce qui la taraude, c'est sa place dans la société. Donc, les changements ressentis et puis son avenir professionnel à long terme. Donc, c'est ce que tu disais, hein, c'est nous, c'est notre famille, c'est nos environnements, et puis peut-être des choses qui sont plus même de l'ordre peut-être politique même. Et ce que je trouve intéressant, comment recréer du lien de qualité? Ok. Considéré comme nécessaire demain. Ouais. Mon métier sera-t-il considéré comme nécessaire demain? Ce que je trouve intéressant, effectivement, le lien que je fais, c'est entre les sentiments de tout à l'heure, qui étaient plutôt des sentiments positifs, de curiosité, de joie, et ces questionnements-là, qui sont plutôt des questionnements qui renvoient à de l'inquiétude, à des craintes. Hein, à la fois économique, mon métier sera-t-il considéré comme nécessaire demain, ma place dans la société, ou humain, est-ce qu'on va perdre des pépites? Ok. Gestion des peurs. Ok. Super. Merci beaucoup. Oui, c'est très riche. Vincent, ça t'inspire un peu tout ça quand tu vois effectivement à la fois ces premiers éléments de discussion, ces premiers éléments d'interrogation, et que tu reviens toi-même sur ce que toi tu as vécu pendant ces 2 mois, est-ce que tu pourrais commencer par nous dire déjà comment toi tu as vécu ce temps de confinement? J'allais dire, je l'ai vécu de manière un peu particulière, mais en fait, et au regard des commentaires de tout le monde, chacun l'a vécu de manière particulière. Il n'y a pas un confinement, il y a autant de confinements, de gestion de cette crise que de personnes. Par rapport à notre histoire, par rapport à notre environnement, par rapport au moment où ça se produit. En ce qui me concerne, c'est un peu particulier parce que le 13 mars, donc là où on commençait à parler beaucoup plus sérieusement hein, de cette épidémie, moi je suis parti à 3500 mètres d'altitude en randonnée à ski. Et il se trouve que dès le mercredi 17h, j'avais plus de téléphone, plus de mail, etc. Et donc les compagnons avec qui on était, on a trouvé ça drôle parce qu'on s'est dit on va pouvoir un peu se déconnecter de tout ce marasme qu'il y a tout le temps, mais encore plus là. Avec ces infos en boucle, etc. Et on ne pensait pas du tout à ce moment-là que ça prendrait malgré tout autant de proportions. Et donc, j'ai reconnecté mon téléphone le samedi soir. Donc, les écoles étaient déjà fermées. On savait déjà que là, on était dans une crise. Et donc, quand j'ai reconnecté mon téléphone vers 19h, j'ai eu l'impression que je revenais dans un pays que je ne connaissais pas. C'était passé en 3 jours des choses absolument monstrueuse et qu'on a découvert. Donc, ça m'a fait peur. Le lundi, donc j'ai repris le boulot, j'allais dire quasi normalement. Et on nous a annoncé que le lundi soir, donc Emmanuel Macron prendrait la parole et qu'a priori, il y aurait un confinement. Donc, on s'est préparé à ça. Notamment, moi, j'ai
allez, une soixantaine de personnes qui interviennent sur les chantiers de BTP. Donc, on a préparé la mise en sécurité des chantiers en se disant, bon, a priori, mardi matin, il n'y aura plus personne. Et puis, dans son discours, il explique que le BTP fait partie des métiers nécessaires à la nation, sans en dire plus. Et donc, le lendemain matin à 8 h, Muriel Pénicaud, ministre du Travail, dit, bah oui, le BTP, vous devez aller travailler. Parce que c'est dehors, parce que c'est indispensable, etc. Et là, vraiment, je suis tombé. Grosse phase d'incompréhension, limite de déprime, à plus rien comprendre. En se disant, partout, on nous dit restez chez vous. Vous vous souvenez, hein, il y avait dû rester chez vous partout. Et en même temps, aller bosser. On recevait même des mails de gens qui disaient il faut aller bosser. Puis dans leur signature de mail, tout le monde avait marqué restez chez vous. Hashtag restez chez vous. Donc, on ne comprenait plus rien. L'incompréhension, l'inconnu, avec, et j'en reparlerai tout à l'heure, de se dire mais c'est pas possible de retravailler et de recontinuer à travailler comme c'était avant, en prenant en compte tout ce qu'on est en train de nous expliquer, des dangers à venir, etc. Et puis en parallèle, donc le jeudi, un de mes salariés qui m'appelle pour m'informer qu'il vient de perdre son fils du Covid. Donc, vous recevez des courriers recommandés de vos clients qui vous disent trouvez-moi le texte réglementaire qui vous interdit d'aller bosser et qui vous autorise à arrêter les chantiers, alors que le ministre du Travail a dit qu'il fallait y aller. Donc, je vous mets en demeure d'y aller. Et à côté de ça, vous êtes en train de consoler votre salarié qui vient de perdre son fils, qui n'était pas à risque, etc. Donc, on est en train de se dire, en fait, potentiellement, on peut tous y passer. Donc, un grand écart monumental entre il faut pérenniser et garder des emplois, donc 80 emplois, avec un ministre qui dit voilà, vous avez jusqu'à jeudi pour bénéficier du chômage partiel, après vous en aurez plus dans le BTP. Et en même temps, préserver la santé des gens et en se disant mais il est impossible d'envoyer les gens à bosser. On a tenu, mais ça a été une période très très compliquée. Limite à toucher le fond, à se dire mais qu'est-ce que je suis en train de faire, qu'est-ce qu'on est en train potentiellement de cautionner avec à chaque fois la casquette chef d'entreprise et puis préventeur, puisque c'est notre métier. Donc effectivement, un début quand même très compliqué, notre notion d'injonction contradictoire très forte. Donc avec, en gros, puis on en a discuté, hein, mais toucher le fond, pour après remonter, rebondir et se dire voilà, on peut pas rester comme ça, il faut. Mais une phase, j'allais dire finalement, qui était nécessaire de chute libre, parce que c'était une vraie chute libre, on ne savait plus à quoi se raccrocher, on ne savait plus qui croire, on ne savait plus si les médecins en faisaient trop ou sinon on n'en faisait pas assez. J'ai noté, Jean, du coup, dans ce que Vincent disait, la notion de chute libre, c'est très violent, là, quand même, ce terme-là, chute libre. Terme violent, cette incompréhension complète. Donc, il doit être un sentiment très désagréable, de ne plus comprendre le monde, de ne plus être capable de le lire. Peut-être, toi, qu'est-ce que tu as entendu dans ce que Vincent nous a dit, si tu… Je rajouterai une petite chose avant, Jean. Oui. Dans ma vie de chef d'entreprise, en 20 ans, j'en ai vécu plein des crises. À chaque fois, on se prend une grosse claque. J'ai vécu un incendie qui a ravagé tous nos bureaux. On avait tout perdu. Mais un quart d'heure après, on se dit de toute façon, il y a les cendres et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut redémarrer. On sait ce qu'il faut faire. Là, c'est la première fois, et j'en discutais avec d'autres chefs d'entreprise, on ne savait pas. On ne savait pas combien de temps ça allait durer. On ne savait pas si on avait vécu le plus grave ou ça allait être encore plus grave. On ne savait pas jusqu'où ça allait, on ne savait pas ce qu'il fallait faire, est-ce qu'il fallait reprendre, pas reprendre. C'est surtout ça, ce n'est pas tant la crise, c'est l'inconnu de ce qu'il fallait faire. L'incertitude dans une société de certitude, du coup, qu'on entend dans ce que tu dis. Alors, d'un point de vue, pour le coup philosophique, hein, puisque donc c'est mon rôle d'apporter, disons, du concept ou du grain à moudre supplémentaire. Alors, j'entends deux choses en fait. J'entends effectivement la question de la mort, qui est effectivement à la fois très physique et très symbolique, et qui active avec beaucoup de courage
Et quand on peut, la chance de se poser la question qu'est-ce que j'accepte au fond, au-delà de la mort physique, donc, puisque quand on a la chance de ne pas connaître ces choses-là, qu'est-ce que j'accepte de laisser mourir et qu'est-ce que j'accepte de laisser naître en moi et autour de moi, ce qui fait déjà une question énorme en soi, quoi, quelque chose d'assez brut de décoffrage qui arrive, donc, et qui va sûrement, c'est une question qui va sûrement, en tout cas chez moi, en tout cas personnellement, qui continue et en équipe de nous nourrir, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on laisse mourir et qu'est-ce qu'on laisse naître de l'avant. Et puis deuxièmement, ce qui me vient, c'est, alors vous savez, nous on raisonne beaucoup en concept et en mots-clés, si vous voulez, purement philosophiques, si je puis dire les choses comme ça. C'est en fait, ce dont on parle, c'est du geste philosophique, mais involontaire. Je m'explique. C'est-à-dire qu'on a tous été rivés non seulement à notre condition humaine d'un seul coup, qui est d'être des êtres mortels, et dont notre vulnérabilité, donc on fait un peu l'impasse, même beaucoup l'impasse sur ça. Et au lieu de faire l'impasse, ça nous a éclaté dans la figure d'un seul coup, un grand rappel, si vous voulez. Et là où je parlais de geste philosophique involontaire, c'est que, si vous voulez, un geste philosophique volontaire, depuis à peu près 2000 ans, même 2400 ans, il y a un mot-clé qui traverse toute l'histoire de la philosophie, qui est le mot « époque », qui est en grec le mot « époké ». L'époké, en grec antique, c'était la faculté et la possibilité de suspendre sa manière de penser, d'agir et de faire, la suspension du jugement, il parlait en particulier de ça, pour un temps donné, pour examiner le réel et repartir, si vous voulez, dans l'action. Le geste philosophique, c'est l'époké en grec, et époké, ça a donné le mot époque, parce qu'une époque se caractérise très précisément par des nouvelles manières de penser, d'agir et de produire des matériaux nouveaux. Puisque je sais qu'il y a une archi parmi nous et un designer, c'est aussi cette suspension du jugement, elle produit de nouveaux matériaux. Or, en fait, ce que je suis en train de dire, si vous voulez, qui est donc le geste philosophique par excellence, qui est ce qu'on appelle la réflexion, au fond. Quand je réfléchis, je suspends ma manière de juger, de réfléchir, de me comporter pour l'examiner et pour très vite aller dans l'action, justement, d'une nouvelle manière ou pas. Ce geste-là philosophique volontaire, l'histoire des sciences, elle nous dit que la plupart du temps, 90% des cas, si vous voulez, ce geste philosophique, il est jamais produit volontairement, il est toujours involontaire. Pourquoi ? Parce que généralement, ce dont je suis en train de vous parler, c'est-à-dire la suspension de nos manières de vivre, elle provient directement de deux sources, principalement des techniques. Ce sont les technologies et les techniques qui suspendent nos manières de faire et de penser. Et deuxièmement, le biologique, comme le Covid par exemple, c'est-à-dire un virus, c'est-à-dire la création à la fois de l'interaction entre les relations et la vie, la biologie. Et donc, là où je veux en venir, c'est que nous avons tous été, tout se passe comme si nous avions, dans ce que me dit Vincent là, tout se passe comme si nous avions été obligés d'un seul coup de tous devenir philosophes, évidemment involontairement, parce que ça a court-circuité, ça a suspendu nos manières de faire, d'agir habituellement. Et ce que dit la philosophie et toute l'appropriation que nous avons à faire de ce temps-là, changement ou pas changement dans le monde, ça c'est peut-être quelque chose dont on reparlera, c'est que nous devons pratiquer, alors en philosophe, nous on raconte ça avec nos termes à nous, si vous voulez, on dit rapidement qu'il faut pratiquer une époquée volontaire sur l'époquée involontaire. Donc il faut pratiquer c'est exactement ce qu'on est en train de faire grâce à Coopérative aujourd'hui, c'est-à-dire de penser ce qui nous arrive. On produit, et ce n'est que comme ça qu'on a une chance, quand on n'est pas attaqué dans notre intégrité physique, quand on a cette chance-là, encore une fois, je prends des précautions, ce n'est que comme ça que l'on produit une nouvelle époque. Ok. Eh bien, dites donc, effectivement, des choses qui sont quand même assez lourdes, fondamentales. Suspension, changement d'époque, et on viendra à la fin sur tout ça. J'ai noté un certain nombre de choses, mais en tout cas, oui, des choses très fortes finalement. Extrêmement fort. Et
et pratiquée, j'insiste, involontairement. Et du coup, sans doute bien plus forte que ce que l'on pense avoir vécu et expérimenté, ce que j'entends un peu dans le… Ah, Ok. si vous voulez, même si je n'ai pas été attaqué, je prends l'exemple de quelqu'un qui n'a pas été attaqué dans son intégrité, ni lui, ni sa famille proche, qui a vécu ça en tant que salarié dans une entreprise extrêmement riche, et tant mieux, qui ne sera pas re-questionné dans son poste, etc. Même cette personne-là qui reste 8 semaines à l'intérieur de sa maison avec sa famille, mettons, je sais pas quoi, et qui ne connaît pas de bouleversement d'apparence, et on lui dit, mais t'as vécu un truc extraordinaire. Même cette personne-là aura vécu de toute façon un truc extraordinaire et elle ne s'en rendra pas compte parce qu'elle aura de toute façon pratiqué une épopée, peut-être moins violente que l'autre, mais elle a été obligée de pratiquer ce geste philosophique. Ok, alors du coup, on comprend mieux cette chute libre, hein, Vincent, que tu as vécu du coup. Hein, tu as vécu quelque chose d'extraordinaire. Alors, qu'est-ce que tu as appris hop là. Qu'est-ce que tu retires comme enseignement finalement donc de cette période et de ce que tu as vécu? Alors, ce que j'ai appris et ce que j'en retire, c'est pour l'instant, hein, parce que je pense qu'on va continuer à tous Qu'est-ce que apprendre. tu as commencé effectivement à… Déjà, je me suis beaucoup documenté pour savoir s'il n'y avait que moi qui vivais ça comme ça ou si c'était relativement normal. Et donc, j'ai lu pas mal de témoignages aussi de gens qui avaient vécu des traumatismes de manière différente. Et j'ai vu pas mal de choses sur différentes phases qui étaient quasiment obligatoires, par lesquelles on devait passer. Alors, selon les témoignages, il y en avait 3, 5, 7, etc. Je me suis un peu reforgé les miennes qui m'ont en tout cas marqué. Il y a d'abord quand même le déni. Et je reconnais, je suis passé par là au début. Je sais pas si je pense que c'est le cas de pas mal. Hein. Le week-end d'avant ce fameux confinement, j'ai fait la fête avec des amis en se disant mais non, c'est une belle bêtise ce virus et puis on en fait trop. Et puis d'abord, il y a la grippe qui tue plein de gens tous les ans et on n'en fait pas des caisses pareilles. Et qu'on regrette après en se disant mais finalement on a été un peu bête alors qu'on nous le disait. Mais donc il y avait un peu ce côté déni. J'en ai parlé tout à l'heure. Il y a ensuite l'incompréhension. D'un coup, on passe de c'est pas grave et puis faut arrêter d'en faire trop à d'un coup on se prend ça en pleine tête et limite on va tous mourir et qu'est-ce qu'il faut faire? Certes, rester chez nous, mais combien de temps ça va durer, comment, etc. Est-ce qu'on va pouvoir vivre longtemps comme ça? Donc une incompréhension totale. Et puis ensuite, beaucoup de colère aussi. De la colère par rapport à la réaction des autres. On l'a un petit peu vécu. Hein. Je pense que c'est naturel et les gens l'expliqueront mieux que moi. Où on essaye de faire le maximum pour rester confiné, pour ne pas croiser des gens. Et puis on en voit dans la rue qui font, et on est en colère après eux, puis on est en colère après ceux qui nous annoncent des mauvaises nouvelles. Et puis nous, en l'occurrence, en colère après ceux qui nous imposaient de retourner travailler. Lié à cette chute, en fait, c'est qu'on ne maîtrise pas, on ne comprend pas. Et puis, une phase d'arrêt qui est nécessaire, en fait, après cette chute. En fait, je pense que cette chute, elle est aussi nécessaire. Et à un moment, il y a une phase d'arrêt. Parce que dans cette incompréhension, je me suis rendu compte après qu'elle était liée au fait que quand on cherchait à comment redémarrer, comment gérer, comment continuer potentiellement l'activité, on le faisait avec les paramètres d'avant, le curseur là où il était avant. Or, il ne peut plus être comme avant. Donc, il faut qu'on passe par une phase limite d'érase totale. Hein. On scratche le disque dur et on repart de zéro. Et on repart de zéro avec les paramètres maintenant du Covid et comment on reconstruit notre quotidien, nos métiers, etc. On est passé de rester chez vous, ne sortez pas, à aujourd'hui, on a le droit de sortir, on peut. Parce qu'on a appréhendé un certain nombre de choses, on a intégré dans notre culture un certain nombre de gestes, d'habitudes, etc. Ce n'est pas comme avant. Mais il fallait passer par cet arrêt qu'on a eu aussi chacun dans cette phase de confinement. On s'arrête, on réfléchit et on repart. Mais on ne repart pas comme avant. Et là, alors, ça permet de reconstruire, qui est la dernière phase vraiment de reconstruction, mais pas comme avant. Avec des
fondation et un mode constructif qui est différent. Et est-ce que s'il y avait une chose peut-être qui te venait comme ça à l'esprit, que tu dis, j'ai retiré ça, il y a une chose qui m'a frappé, dont j'ai pris conscience pendant ce confinement, de manière intime, un enseignement, un apprentissage, ça serait lequel? Est-ce que tu as appris sur toi, sur les autres, sur ta société, enfin, que sais-je? Est-ce qu'il y a une chose comme ça qui te… Je vais en parler juste après, mais j'ai beaucoup discuté avec des gens autour de moi parce qu'on a besoin de se rassurer. Hein, quand je parle de chute libre, on a besoin de se raccrocher à des choses et comme on n'a plus de certitude et on entend plein de choses à droite, à gauche, bah finalement, on se raccroche aux amis, aux gens qui nous sont chers et dont on sait que leur parole va être en tout cas sincère, même si ce n'est pas des grands sachants sur le sujet. D'ailleurs, il n'y en avait pas de sachants. Même les plus grands médecins sont encore un peu paumés parce que c'est tellement nouveau. Et il y en a un qui m'a dit, voilà, attache-toi à une chose, c'est la notion de confiance. Et c'est ce qui m'a guidé. Et je ne veux pas dire que c'est un mot que j'ai découvert, bien sûr, mais il a fait vraiment résonance depuis quasiment le premier jour et encore aujourd'hui et bien plus encore demain. J'en parlais, c'est voilà, cette notion de confiance qui, dans certains cas, a complètement explosé, a volé en éclats parce que ça a révélé cette crise, le vrai des gens. Là, il n'y a plus de vernis, il n'y a plus rien. C'est les racines qui restent. Et donc, en qui on peut encore avoir confiance et qui, surtout, va pouvoir encore avoir confiance en moi. Et donc, ça m'a guidé sur la phase d'arrêt. Mes salariés doivent avoir confiance en moi. Je leur dis, on s'arrête et on s'arrête. Mes clients, je leur dis, on s'arrête et on s'arrête. Ce qui fait que quand on reprendra, vu qu'ils auront normalement confiance en moi, quand je dirai on reprend, tout le monde reprendra. Tout le monde ira dans le même sens. D'accord. Donc, la place et l'importance de la confiance. On va revenir là-dessus, je pense, peut-être avec Jean. S'il y avait un enseignement pour toi, ça serait ça. Après, c'est juste un mot. Hein. C'est comment on acquiert Okay. cette confiance, on la garde, etc. On va nous en reparler sans doute. Et là, si je m'adresse aux participants, même question. Voilà, si vous deviez noter une chose que vous avez apprise de ce confinement, vous avez le sentiment qu'elle vous a frappé quelque chose d'important, est-ce que vous pouvez nous formuler, pareil, un enseignement chacun? Alors, on laissera Jean réagir sur toute cette matière. Hein? On va se répondre dans le chat, réfléchir à ça et répondre dans le chat. On voit les réponses qui s'affichent au fur et à mesure. Ok. Notion d'apprentissage dans l'inconnu et dans l'incertitude. Notion d'écoute. La notion d'essentiel, que j'imagine, versus la notion d'accessoire, d'authentique. Une notion de colocataire de la terre. Ça, on a des choses essentielles. La notion de prise de recul, c'est qui apparaît, de lâcher prise. Oui. Le caractère différent et singulier de ce qu'on a vécu, enfin, toutes ces choses-là. Voilà. Donc, des choses très variées, effectivement, et très, très riches. Le renoncement à la maîtrise,
qui nous renvoie à notre posture face à la certitude, à l'incertitude. Ne pas vouloir aller trop vite, ce qui dans une société rapide et hyper rapide, qui est une des caractéristiques de la modernité, intéressant aussi, et apprendre la patience. Ouais. Et David, il y avait tout début Claire qui disait s'écouter davantage. Juste Claire, est-ce que tu peux nous dire si c'est s'écouter soi-même ou du coup s'écouter collectivement? C'est plutôt s'écouter soi-même, mais aussi collectivement. Enfin, je m'étais aussi, je sais pas si vous m'entendez. Oui, oui, très bien. Bon. Donc oui, s'écouter collectivement aussi. Enfin, moi, j'ai eu quand même des petits problèmes de ordre contre ordre en fait. Donc on se précipitait, on se disait bon bah là, on va essayer de, parce que je travaille dans la formation, donc on va essayer de maintenir les dates, donc de juste les déprogrammer en fait, les reporter au mois de mai, juin. Moi, en fait, c'était des problèmes d'intra. Et après, enfin voilà, je suis contente d'avoir finalement de ne pas avoir fait ce travail-là, parce qu'après finalement, ben, on a tout annulé, même en mai-juin. Donc voilà, c'est ce genre de choses en fait, de ne pas aller trop vite, de s'écouter un peu plus qu'avant. Voilà, mais je le faisais déjà, mais voilà, je vais essayer de le faire un peu plus. Ok, Merci. merci. Jean, on a pas mal de matière là du coup. Hein. Alors, quel cadeau, on va gérer notre temps aussi. Peut-être 5 minutes de retour un peu là-dessus, parce que du coup, il y a beaucoup de matière. Ça va être compliqué. Hein, Qu'est-ce que tu as envie de nous dire là, sur ce que tu entends et lis? Est-ce que tu m'entends, David? Ouais. Oui, très bien, on t'entend. Okay. Oui, il y a énormément de choses et je ne veux pas en rajouter. Alors, je ferai juste un rapport d'étonnement, si vous voulez. Alors, il me vient deux choses. Il me vient que je vois l'opposition conceptuelle, premièrement, qu'il y a entre que vous faites ou que vous avez expérimenté entre l'autorité et le pouvoir. Une opposition plutôt traditionnelle mais extrêmement puissante. C'est-à-dire que quand vous me parlez de confiance, avoir confiance en quelqu'un, c'est lui donner du crédit, dans tous les sens du mot crédit. Et l'État a même d'ailleurs développé du crédit. Bon, ça c'est un autre sujet très polémique, je le sais bien, mais c'est pour vous dire qu'il y a la liaison entre le crédit, la confiance et l'économie. C'est que c'est exactement la même question en fait. Et que donc on a confiance en quelque chose qui fait autorité à nos yeux, c'est-à-dire qu'augere, en latin, ça veut dire qui nous augmente. Là où le pouvoir, c'est faire quelque chose à quelqu'un qu'il n'aurait pas fait sans que je lui demande. Et qu'on est plutôt câblé d'habitude, peut-être, sur l'aspect hiérarchique des choses, avec peut-être un peu plus l'accent sur le pouvoir. Je le relie à la maîtrise, au sujet de la maîtrise que j'ai cru voir apparaître dans le fil. Et là, on s'en est un petit peu plus tourné vers augere, vers ce qui faisait autorité à nos yeux, c'est-à-dire ce qui nous fait nous augmenter et grandir. Et mon deuxième rapport d'étonnement immédiat, et que je trouve extrêmement beau, et vous êtes le troisième groupe à me dire la même chose, en fait, sans le savoir, c'est la chose suivante. C'est que là aussi, quand vous me parlez de ce qui est essentiel à vos yeux, je ne vois pas du tout la liberté. Je vois la vie, et pas la liberté. Et Dieu sait si le libéralisme va être mis en question derrière tout ça. Et surtout pour nous les entrepreneurs, nous on est câblés liberté. Si vous voulez, on fait ce truc-là parce on fait le truc d'être entrepreneur parce que justement on a plutôt tendance à se croire libre, à se penser libre et à affirmer cette liberté, cette prise de risque, etc. Or, quand on revient à tout l'essentiel, c'est pas du tout la liberté qui est mise en avant. C'est beaucoup plus, j'aime beaucoup la notion de citoyen de la Terre, j'aime beaucoup l'idée de revenir à l'essentiel et que cet essentiel se situe dans les relations interpersonnelles, se situe dans le renoncement à la maîtrise précisément. Donc je vois en fait derrière ce que vous dites, ce que vous ne dites pas, et qui me plaît tout autant, c'est que la liberté en prend un coup, notre vieille conception de la liberté, et qui est une conception malheureusement assez pauvre de la liberté. Je fais ce que je veux, je prends les risques que je veux, j'ai de l'autonomie. En fait, c'est pas d'abord ça. Je dis pas que c'est pas important, mais je dis que c'est pas d'abord ça dont vous me parlez. Et je trouve que ça, dans le monde qui vient ou qui viendra pas, ce sera une question qu'il faudra remettre sur le tapis.
Ok, super, c'est effectivement très intéressant que tu aies repéré ça. Merci beaucoup. Du coup, on s'en reparlera à la fin. C'est intéressant, effectivement. Super. Alors, hop, et ben on arrive au dernier questionnement. C'est maintenant qu'on réfléchit aussi, on a pris du temps pour réfléchir un peu à ce qu'on avait vécu, à ce qu'on avait ressenti, à ce qu'on en tirait, même si, comme le dit Vincent, on n'a pas fini d'en tirer des enseignements, mais en tout cas, on peut déjà en tirer un certain nombre d'enseignements. Ce qu'on doit aussi faire en même temps, c'est se demander comment on reconstruit certaines choses, comment on construit à nouveau. Alors, on a toute une série de choses à construire. Hein. Alors, ici, on a mis, hein, pour emprunter certains, reconstruire des collectifs de travail. Ça peut être aussi bien, comme disait Claire, qui va retourner dans ses locaux le 2 juin, va retrouver des équipes, reconstruire avec des équipes, et ainsi de suite. Ça peut être aussi le collectif de l'entreprise, hein, l'entreprise Iséis qui repart, hein, ou je n'ai pas le prénom en tête, mais la présidente d'association. Voilà, donc tout ça. Et c'est aussi comment refaire société. Donc cette notion du coup de liberté et de vie, elle est intéressante, hein, je trouve au cœur de tout ça. Refaire société avec mes clients. Vincent nous a aussi beaucoup parlé du rapport à ses clients. Hein, on est dépendant de fournisseurs, de clients, si on se place du point de vue de l'entrepreneur. Je pense aussi à la fois aux consultants qui sont ici, à l'architecte, à tous ces… Voilà, comment reconstruire ensemble donc ce collectif un peu plus large que simplement celui de l'entreprise. Voilà. Alors Vincent, est-ce que tu peux nous dire comment tu t'y prends? Qu'est-ce que vous avez mis en place chez Iséis? Alors ça peut être en interne effectivement avec tes équipes, tes responsables d'agence, tes équipes, tout ça. C'est aussi avec tes clients. Hein, je crois que tu travailles avec des gros donneurs d'ordre, des grosses sociétés. Et dans le monde du BTP, effectivement, est un monde où on a beaucoup de partenaires, d'acteurs. Voilà, donc ces différents champs, comment tu reconstruis les choses? Aujourd'hui, vous en êtes où et vous faites quoi? Alors, la première chose qui est la base, je vais refaire un petit tour dans mon passé. En tant qu'acrobate, la première chose que j'ai appris, c'est à tomber. Et c'est vraiment quelque chose qui est super important. C'est-à-dire qu'on apprend à tomber, parce qu'on sait qu'on va tomber plein de fois dans sa vie, que ce soit dans notre métier, mais dans la vie. Et que ce n'est pas grave si on est capable de bien tomber, d'analyser, de se relever et de recommencer. Et cette crise, c'est un peu ça. C'est une chute qui est un peu plus vertigineuse que les autres, qui est un peu plus importante, mais au final, c'est une chute. Et ça a fait écho à quelque chose sur lequel on a réfléchi dans des groupes de travail, hein, notamment ensemble avec la FAP, c'est sur la notion de vulnérabilité, d'accepter qu'on est vulnérable, d'arrêter de croire qu'avec des certifications et plein d'autres choses, il ne peut rien nous arriver. Il peut nous arriver des choses et ce n'est pas grave du moment qu'on garde de l'énergie, du temps, parfois de l'argent pour gérer ça, parce que ça arrivera. Gérer la dépendance aussi. Et puis, je reviens à cette histoire de confiance. Nous, on a des clients qui nous ont appelés en nous demandant si ça allait. Bien sûr, moralement, bien sûr, au niveau santé, mais aussi financièrement. Parce qu'ils nous ont dit, voilà, à la fin de cette crise, on a besoin de vous. Vous avez la directrice des achats monde de L'Oréal qui vous dit, voilà, si vous avez besoin d'argent, on peut vous en prêter. Parce que quand ça va reprendre, on a besoin de vous. Ça vous redonne la patate et surtout, ça vous conforte dans l'idée que tout ce que vous avez fait pendant 20 ans, sur la base de valeurs, je parle de vraies valeurs, ça paye à ce moment-là et que ça n'a jamais été vain. Et j'irai justement sur ces valeurs. Je pense que énormément de gens parlent de valeurs. Sur beaucoup de sites internet, on voit nos valeurs, la satisfaction du client, etc. Ça, ce n'est pas une valeur, c'est un contrat. Les valeurs, c'est quelque chose de vraiment très fort et c'est ça qui va ressortir dans ces périodes de crise. Ce n'est pas quand tout va bien, ce n'est pas quand on fait un devis que les valeurs ressortent. C'est quand il y a ces petits orages, ces grosses tempêtes. Nous, nos valeurs, j'ai mis 2 ans à les construire. C'est des mots simples, hein, comme la communication, l'exemplarité, etc. Mais c'est tout ce qu'il y a derrière. Chacun de nos salariés connaît par cœur ses valeurs et ce qu'elles veulent dire. Derrière chaque mot, les 2 phrases qui vont avec, et ce que ça représente.
tout est basé là-dessus chez nous. Les entretiens annuels, les entretiens d'embauche, etc. sur nos 5 valeurs. Et le fait qu'elles soient solides, dans cette période de crise, on s'est raccroché à ces valeurs qui sont vraiment nos racines et qui sont communes. Donc, on a été tous dans le même sens. La petite anecdote, c'est que moi, quand je suis revenu de cette randonnée au ski, tout était géré sur la fermeture de la boîte, sur l'arrêt des gens, sur les chômages partiels, sur tout ça. Ils avaient géré sans moi en sachant que de toute façon, je n'étais pas là et qu'il fallait bien faire. Parce qu'ils savaient que je leur faisais confiance et que voilà, je pouvais avoir confiance en eux. Et puis, il y a un mot fort qui ressort aussi et qui est important et qui a fait sens entre nous dans l'entreprise et puis vis-à-vis de nos clients. Le mot est souvent mal perçu, mais c'est l'abnégation. C'est vraiment, je mets de côté mes intérêts personnels au profit des autres. Quand un client nous demande de venir aider sur le Covid, on ne pense pas à chiffrer la prestation. On pense à l'aider. Et dans les 3/4 des cas, on ne va pas chiffrer ça. Parce que tout le monde fait des efforts à ce moment-là et que c'est dans 5-10 ans qu'on bénéficiera en fait des gains de cet investissement, même si je n'aime pas le mot. On entend souvent, alors ceux qui me connaissent savent que je déteste la notion de bienveillance, en tout cas tout ce qu'on fait à travers ce mot. Là, on a entendu parler de résilience, c'est pareil. Alors là, on parle partout de résilience. Ça ne veut pas dire grand-chose. Il y a autant de résilience que de personnes qui vivent des traumatismes. Et là, on va avoir en effet plein de coachs qui vont nous expliquer comment gérer cette crise. En réalité, il y a des milliards de façons de la gérer en fonction de comment on la vit. En revanche, voilà, cette notion d'abnégation, je pense davantage à l'autre qu'à moi. Et on l'a vu dans les commentaires. Comment s'intéresser beaucoup plus à notre planète, aux gens qui nous entourent qu'à mes petits problèmes personnels. Et puis, je dirais peut-être qu'en conclusion, ça m'a conforté sur une chose. Je sais où je vais maintenant sur les 10, 15, 20 prochaines années. C'est que je ne veux plus que l'entreprise grossisse trop. On a une croissance assez importante sur les 10 dernières années. On va s'arrêter là, à une barre, j'allais dire maximum de 100 personnes. Alors qu'avant, je ne m'interdisais rien. Parce que je veux pouvoir gérer ce type de crise et d'autres de manière humaine. C'est-à-dire, je vais être capable d'appeler chaque salarié un par un pour gérer les soucis avec eux. Et non pas avoir si ce n'est des numéros, en tout cas des gens qu'on ne connaît pas. Et là, j'ai vraiment vu l'importance, même si à nouveau, je n'aime pas la notion de taille humaine dans une entreprise, parce que je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais en tout cas, voilà, pouvoir continuer à la gérer de manière humaine, de manière familiale, et pas de manière organisationnelle, technique ou autre. Okay. Alors, j'ai entendu 3 choses, j'ai repéré 3 choses dans ce sur quoi tu t'appuies pour reconstruire ou construire le redémarrage de l'entreprise et des collectifs, c'est-à-dire les valeurs que vous aviez définies dans ta société, donc les utiliser comme un outil du coup de redémarrage, de discussion, d'organisation. Moi, j'ai un peu compris ça. La notion d'abnégation que tu as définie par, je pense, davantage à l'autre qu'à moi. Voilà. Donc, qui peut s'appliquer aussi bien en interne, moi, mon collègue, et ainsi de suite. Comment ? Et pas juste. Du coup, c'est un changement, un renversement de posture qui est intéressant, position, place. Et puis ensuite, la troisième chose, c'est d'avoir une vision ou un cap assez clair. Visiblement, les choses se sont éclaircies. Et de dire, voilà, là, donc je vais effectivement, j'ai une vision plus claire, qui s'est clarifiée finalement, de ce que je souhaite faire de mon entreprise, mon projet d'entreprise, et je vais donc utiliser ça aussi comme un moteur pour orienter l'action. Voilà les 3 choses que j'ai repérées dans ce que tu nous as dit. Je rajouterai une dernière chose et qui est importante, c'est que pour tout ça, on s'est aussi beaucoup appuyé sur notre CSE. Ouais. C'était nouveau chez nous. Et je pense que s'il n'y avait pas eu le CSE, et en l'occurrence là, le nôtre, on aurait beaucoup plus de difficultés à s'en sortir. Et là, on a vu tout l'intérêt, toute l'importance de réunir les 3 instances au sein d'une même équipe pour gérer à la fois conditions de travail, l'aspect contractuel, le chômage partiel, le télétravail, etc. L'aspect bien sûr santé-sécurité, et puis tous les aspects économiques qui vont avec. Et on est une vraie équipe qui s'est impliquée là-dedans. Et voilà, en tout cas,
s'il y avait des gens qui se posaient des questions sur le CSE, cette crise a vraiment montré que tout l'intérêt de regrouper les 3 instances qu'on avait avant. Alors, c'est intéressant parce que c'est effectivement c'est une nouvelle instance qui débute juste, qui n'existe pas encore dans la plupart des entreprises. Et donc, tu nous dis effectivement que chez toi, c'est une instance qui a apporté quelque chose. La façon de gérer, d'arbitrer, c'est ça, d'échanger sur ces problématiques-là. On les a très vite sollicités et tout le long de la crise et encore aujourd'hui, on a travaillé avec eux. Donc, c'était 1 ou 2 réunions par semaine, parfois au début par jour même, pour vraiment travailler ensemble, à la fois sur la gestion de l'arrêt et puis du redémarrage. Donc, bien entendu, sur le choix des protections, mais pas que. Enfin, individuellement, cas par cas, sur le télétravail, sur les notions de garde d'enfants, sur les craintes et attentes de chacun. C'est un véritable relais. J'imagine que vous comptez le mobiliser aussi sur la suite de la reprise, ainsi de suite. Oui. C'est en cours, j'allais dire tous les jours. Ok, merci. Alors, je vois le temps qui passe. Il est midi moins le quart, donc ça passe effectivement vite et je pense qu'on aurait encore plein d'autres choses à se dire. Un petit temps de questions à nouveau. Ça nous intéresse aussi de savoir comment vous êtes aussi du coup, dans des situations singulières. Certains ont repris complètement, d'autres sont encore chez eux, n'ont pas repris physiquement dans les locaux, tout ça, donc ne sont pas encore en contact de leurs équipes. Est-ce que de la même manière, vous avez aussi, vous, à nous dire une façon dont vous avez commencé à vous organiser pour construire votre démarrage? Qu'est-ce que vous avez fait? Alors, 1 ou 2 actions, j'imagine, on ne peut pas non plus, puis on n'a pas le temps de tout lister, mais est-ce qu'il y a une chose que vous avez envie de nous faire partager dans le chat? Un petit temps de réflexion pour que chacun puisse s'exprimer et ensuite on donnera la parole à Jean pour nous dire un peu tout ce qu'il voit là-dedans. À vous le chat. Alors du coup, pendant que ça cogite, que ça réfléchit, est-ce que, je ne sais pas, peut-être donner… Monique, est-ce que du coup, vous voulez peut-être partager, vous, quelque chose sur ce que vous avez envie de mettre en place? Du coup, j'active votre micro, vous pouvez prendre la parole. Réorganiser aussi mes journées, retrouver un rythme, c'est ça qui est le plus difficile. Merci. Du coup, Amélie, c'est pareil, je peux activer le micro. David m'autorise 5 minutes. Donc, pour vous, renforcer la qualité des collaborations avec les clients et les partenaires. Donc, ça rejoint un peu ce que Vincent évoquait dans son propos, plutôt que toujours élargir ce cercle. Du coup, si vous pouvez nous préciser, donner quelques éléments. Non, je ne sais pas. Je sais pas quoi rajouter d'autre pour le moment. Après, c'est une démarche que j'avais entreprise déjà avant le confinement. Donc, ça fait sens encore plus aujourd'hui. Donc voilà, cette période de prise de recul a été bénéfique pour réfléchir concrètement à
à comment ça pourrait se traduire. Après, voilà, comme je disais, respecter par exemple le rythme de reprise de chacun, ça en fait partie. Pouvoir expliquer à mes clients que voilà, j'ai quelques partenaires qui doivent encore garder leurs enfants, qui ne se sentent pas de sortir pour le moment, que c'est trouver des organisations pour que chacun reste en sécurité et qu'on puisse voilà, respecter que chacun ait besoin de se retrouver aussi pour le moment. Merci. Et puis, du coup, Daniel, est-ce que tu veux bien, pareil, du coup, prendre la parole juste pour nous dire ce que tu as toi aussi proposé Oui, alors il se trouve, alors moi je travaille dans un grand groupe, je suis salariée et il se trouve qu'au début du confinement, j'ai vécu une réorganisation qui nous a été annoncée dans une call 10 jours après le début du confinement. Et à plusieurs, alors au fil du temps, on s'est dit ce que l'on vit là, ce que l'on vit aujourd'hui, c'est effectivement, en fait, je redis, on a eu cette idée et c'est le sujet de notre table ronde d'aujourd'hui. Et on s'est dit, il va falloir que tous ensemble, collectivement, on réfléchisse à ce que l'on est en train de vivre et justement comment on va pouvoir construire quelque chose de nouveau. On a une nouvelle organisation, il y a une équipe reconfigurée. Donc, comment on va pouvoir un peu s'appuyer sur cette expérience extraordinaire pour construire notre nouvelle façon de vivre ensemble, de travailler ensemble. Donc, c'est dans les tuyaux. Je ne sais pas du tout comment on va s'y prendre, mais en tout cas, on a bien cette intention de partage et de co-construction. Ok, super. Très bien, oui. David, le temps passe vite, du coup, je te propose De donner la parole à Jean. Du coup, pareil, pour réagir un peu sur les prises de parole, donc l'expérience de Vincent et les outils, les leviers qu'il a commencé à mobiliser pour reconstruire tout ça, et puis sur ce qui a été évoqué là par Daniel et Amélie. À toi, Jean, qu'est-ce que tu as entendu, toi? Qu'est-ce que tu as repéré ou à quoi qu'est-ce que ça évoque en toi? Est-ce qu'on m'entend? Hop là. Oui, très bien. Ouais, super. Moi, moi, j'entends que la question de la valeur. Alors, moi, je ne parlerai pas des valeurs, je parlerai de la valeur au sens des entreprises. Se repose, alors je ne sais plus qui l'a dit, mais peu importe, se repose d'une nouvelle manière et ça m'inspire beaucoup. Quand quelqu'un a dit, en fait, c'est le cercle, je prends soin du cercle au lieu d'élargir le cercle. Parce que je vois arriver quelque chose devant nous qui sera une alternative assez simple entre un choc égalitaire d'un côté avec de plus en plus d'inégalités et puis un autre choc d'un autre côté, choc de la liberté, c'est-à-dire le choc écologique où on nous enlève un certain nombre de nos petites libertés pour le bien de la planète. Ce choc-là et cette altercation du monde va s'accélérer à mon avis. Et dans cette altercation, on va devoir se repenser de manière urgente la question de la valeur. Et la valeur, je ne dirais pas que L'Oréal va voir Vincent et lui dit ce qu'il lui dit parce que Vincent a des valeurs. Je pense qu'il lui dit ce qu'il lui dit parce que Vincent fait autorité, et l'équipe de Vincent et l'entreprise de Vincent fait autorité aux yeux donc de L'Oréal. Et ce que ça veut dire et ce que ça change, c'est que la valeur demain sera forcément mise en question sur la régénération de l'existant. Pour tout un tas de raisons que je n'aurai pas le temps de vous expliquer, je pense. Mais je pense que quelque chose de très précieux se situe autour de comment on enquête sur comment on régénère la valeur tout autour de nous. Ça, c'est ce qui m'est venu en écoutant Vincent et les remarques que j'ai lues. Et donc, ensuite, la chose qui me vient, numéro 2, si vous voulez, c'est que comme l'être humain est une histoire et que nos collectifs sont des histoires humaines, il faut donner le temps. Alors, j'aime beaucoup Daniel qui dit nous, on va de toute façon susciter un échange. Je crois que c'est Daniel qui dit ça parce que c'est en dernier que je le lis là sur mon écran. On va susciter un échange. C'est très important de le faire dans l'ordre, ça. Et il y a quand même un ordre des questions. Si vous voulez, la philosophie, c'est aussi l'art de poser les bonnes questions si possible et de se dire c'est quoi le bon ordre des questions. Et le bon ordre des questions, c'est
comment on a vécu ça d'un point de vue émotionnel. Donc, faire ce que nous, en philo, on appelle la catharsis, c'est-à-dire on purge les passions mauvaises pour les transformer en quelque chose de constructif. Donc, on parle exactement comme on a fait aujourd'hui de ce que l'on a vécu d'un point de vue émotionnel. Donc, ça, c'est le numéro 1, si vous voulez. Le numéro 2, ce n'est qu'ensuite qu'on va se reposer la question, c'est quoi la valeur ? Et c'est quoi la valeur ajoutée que je donne, moi, designer, moi, entrepreneur la valeur, et là, la valeur, il va falloir la définir nouvellement. Enfin, c'est-à-dire, c'est non seulement ce qu'on dit d'habitude, the unique proposition value, comme disent les Anglais, c'est pas mal, mais aussi comment cette valeur est une question de régénération de mon écosystème. D'accord ? Je pense que c'est fondamental. Et puis, troisièmement, comment on laisse mourir et on fait naître une organisation au service de la vie de cette valeur. Et je crois qu'il y a un ordre du questionnement qu'il faut traverser bien dans l'ordre. Voilà, Descartes disait le plus important dans la philosophie, c'est trouver l'ordre des questions. Et je pense que là, si je fais la synthèse de tout ce qu'on s'est dit, c'est quand même ça le bon ordre. Il ne faudrait pas aller trop vite sur les valeurs en ne pas parlant de ce que l'on a vécu. Et il ne faudrait pas aller trop vite sur l'organisation. Organisation, moi, c'est un mot que j'aime. Vraiment, je suis fan de ce mot-là parce que organiser, c'est un mot qui vient d'organe, organon, c'est-à-dire la vie. L'organisation, c'est un corps qui se met au service de la vie, quoi. Et donc, si on se pose trop tôt la question de comment on bosse ensemble et de nos règles de métier et qu'on n'a pas parlé d'abord de comment on a vécu la chose, on prend des risques, de très grands risques. Et si on ne se pose pas la question de la valeur de ce service-là au regard des autres services, par exemple pour quelqu'un qui est salarié, ou entrepreneur, comment je crée de la valeur, c'est-à-dire de la régénération de la valeur en même temps que je la crée. À mon avis, on respecte mal les… Voilà, ce serait la recommandation philo. Je mets Descartes sur table. Faut rigoler, il fallait que je fasse. Hein, David, tu m'avais dit, j'ai le droit au jeu de mots débile. Merci beaucoup, Jean, pour les cartes sur table. Super. Et puis, pour cette petite conclusion, et si j'ajoutais un mot de conclusion, moi, dans ce que j'ai aussi repéré et noté en fait dans ce qu'on se disait, moi, j'ai beaucoup noté. Alors, j'aime bien cette phrase d'Antonio Machado. Marcheur, il n'y a pas de chemin. Le chemin se construit en marchant. Ce que j'ai bien entendu là dans notre heure et demie de discussion, c'est que quelqu'un l'a dit, chaque confinement a été singulier, chaque déconfinement, et on le voit bien aussi à travers à la fois nos échanges et puis on pressent, sera aussi singulier. Comme le disait Jean à l'instant, donc effectivement, les chemins empruntés par les gens sera différents. Par contre, ce qui est important, c'est de se poser des questions dans le bon ordre pour pouvoir cheminer correctement, en passant par les étapes, je ne vais pas reprendre, mais que Jean a indiquées et qui sont importantes et que certains ont commencé à mettre en place chez vous. Donc ça, super. Et ce que j'ai repéré aussi dans nos échanges, qui était important, que je n'avais pas repéré avant, sur la valeur dont parlait à l'instant Jean, c'est la place de la vie là-dedans. C'est-à-dire que pour construire ce déconfinement singulier et du coup ces nouvelles activités, c'est accepter, définir ce qu'on va accepter de laisser mourir et définir ce que l'on souhaite accepter de voir naître. Et bien effectivement, dans ce qui a de la valeur, c'est la vie. Et c'est pas la liberté. Parce que du coup, ce qui risque d'être compliqué pour ces chemins, et c'est pour reconstruire un collectif, par exemple, c'est effectivement si chacun dit qu'il est libre de reprendre, de pas reprendre, de télétravailler, de pas télétravailler, de prendre le train, de pas prendre le train, de mettre le masque, de pas mettre le masque, et ainsi de suite, il y a de fortes chances qu'on n'arrive pas à reconstruire quoi que ce soit. Tandis que si on se pose la question autrement, je l'entends comme ça, de ce qui est important, qui est de la valeur, notamment la vie. Et dans la vie, alors ça peut être la vie des personnes, par rapport à la maladie ou pas, on n'est pas à exposer de la même manière. Faut revenir à la notion de mort du tout début. Exposer de la même manière, on n'a pas le même niveau de risque face à la maladie. Mais c'est aussi la vie du groupe. Qu'est-ce qui va avoir de la valeur pour que le groupe puisse vivre dans cette période et qu'il fonctionne correctement. Et c'est aussi de la valeur pour l'entreprise, la société. Alors quand je dis entreprise, c'est au sens large, que ce soit une association, une entreprise de droit privé ou une institution publique. Mais qu'est-ce qui, effectivement, va avoir de la valeur pour la vie de l'entreprise,
Hein, et ce que disait, donc je crois que c'est Amélie, hein, le cercle des clients et la qualité. Voilà, donc du coup, c'est vrai que ça me plaît bien, cette notion de vie. Comment on va donner de la valeur à la vie dans notre redémarrage. Voilà, en tout cas, c'est inspirant. Et voilà un peu. Petit mot peut-être de conclusion. Une dernière, c'est toujours bien les citations, hein, comme disait Jean. Alors, c'est pas des blagues, mais c'est pareil, hein, les citations, c'est un peu des blagues. En même temps, c'est des blagues sérieuses. La meilleure façon de prédire l'avenir est de le créer. En plus, il se trouve que ce monsieur est a priori pas trop un blagueur, parce que c'est un des papes du management. Donc, c'est bien aussi d'entendre que même des gens censés être sérieux nous disent que de toute façon. Donc, ça nous conforte aussi peut-être dans ce qu'on s'est dit là, et je pense dans ce qu'on sait qu'on va avoir à faire et à construire ensemble dans les semaines et les mois à venir. Je vous propose que ce soit le mot de la fin pour nos échanges. Alors malheureusement, il y a peut-être de la frustration. On pourrait continuer. Peut-être qu'on verra. On va peut-être réfléchir aussi. Hein. Est-ce qu'il faut qu'il y ait un après à ce genre d'atelier, d'initiative. En tout cas, merci à vous. Je vais passer la parole au studio à Cognac-Jet. Philippe, si tu m'entends. Oui, David, tout à fait. Ça fonctionne. Ah, la magie de la technologie. Ah, voilà, grand moment. Alors, merci à tous, merci à tous. Et puis, du coup, merci d'avoir partagé aussi. Alors, c'est toujours voilà, un exercice particulier, ces réunions à distance, où du coup, on mélange de la vidéo, de la voix, des écrits, etc. En tout cas, merci à ceux qui étaient là, et merci de vos contributions. Je pense que voilà, on a, en tout cas, de mon point de vue, atteint un peu, David, l'objectif qu'on s'était fixé de se dire on va essayer de créer une interaction avec un système de visio. Merci à Vincent de ses témoignages. Voilà, c'était riche et à la fois en émotion et en expérience. Et puis, merci à Jean, du coup, de cette lecture de haut vol, parce que du coup, je pense que ça nous a fait monter un peu sur tout ce qui s'est passé, sur toutes ces expériences vécues. Et du coup, ça fait du bien dans ces périodes aussi voilà, d'entendre une parole un peu différente et voilà, qui nous aide aussi à prendre du recul sur tout ça. Voilà, donc il nous reste à vous saluer. Donc, le replay de nos échanges sera disponible. On vous adressera un email dans les jours à venir avec l'adresse pour revoir ce webinaire si vous le souhaitez ou le partager avec des collègues à vous. Et puis, voilà, Coopéractive et puis tous ces partenaires, que ce soit Iséis, que ce soit les abeilles noétiques. On reste disponible, bien sûr, pour répondre à vos demandes si vous avez des besoins d'accompagnement particuliers. En tout cas, n'hésitez pas à nous solliciter. On essaiera de construire avec vous voilà, dans l'échange et puis dans nos interactions quelque chose qui corresponde à vos besoins pour qu'effectivement, ce retour en activité soit quelque chose qui permette de faire grandir. Et puis, nos expériences, en tout cas, sont la valeur. Tout à l'heure, Jean a parlé de valeur. Voilà, je crois que ces expériences, c'est de la valeur brute. Maintenant, à nous d'en faire quelque chose, d'affiner ça pour en faire de l'or en barre. Voilà. En tout cas, merci à tous. Et puis, Vincent voilà, vient de dire, Max était aussi présent parmi nous sur le site de la Fédération des acteurs de la prévention. Donc, il y a tout un corpus, en tout cas, qui a été constitué de ressources pour là aussi aider les entreprises, les associations, les collectivités, les indépendants à mettre en place voilà, des actions de prévention qui soient les plus pertinentes possibles. Super. Merci beaucoup. Bon après-midi à tout le monde et bon chemin.